radicaux et ont le pouvoir. Aujourd'hui, on leur a donné le pouvoir. Alors aujourd'hui, les femmes, on est émincées, bien sûr. Alors Nadia, aujourd'hui, vous l'avez vu, il y a beaucoup d'élus. Vous avez Nicolas Dupont-Aignan qui est candidat à la présidence de la République. Si vous aviez un message à leur lancer et des propositions à leur faire. Alors moi, si je pouvais, j'avais un peu de pouvoir, je ferais déjà l'interdiction des fillettes voilées, quelles qu'elles soient, dans tous les quartiers, dans toute la France. Et aussi, en fin de compte, le problème de la laïcité, comme parlait tout à l'heure monsieur de la laïcité, moi ce qui me dérange dans cette loi, toujours on s'en prend aux femmes. On s'en prend aux femmes voilées, aux burkinis, et pendant ce temps-là, on finance les malabars dans les quartiers. C'est ça. Alors moi je trouve ça, il y a une grande hypocrisie des hommes politiques, parce qu'on laisse, comme je dis, les malabars, salafistes, radicaux, comme vous voulez, et les politiques radicaux aussi, parce que nous avons aussi la gauche qui est dans le déni, carrément dans le déni, et malgré, dans cette gauche, il y a des femmes aussi qui se disent athées, mais qui, j'allais dire flirtent, bah oui, à un certain âge on ne flirte plus, participent à cette radicalisation et incitent justement à ces radicaux religieux à nous taper dessus, nous les femmes libres. Moi je ne me bats pas avec mon équipe pour la liberté, je me bats pour rester libre parce que je suis censée avoir acquis la liberté. Conclusion, alors moi je m'adresse bien sûr au futur, je ne sais pas, peut-être président ou pas. Moi pour le moment personnellement, je ne fais plus confiance à aucune politique. Moi j'étais de gauche, j'avais soutenu Clémentine Autain. Je me suis dit chouette, une femme féministe qui va venir dans nos quartiers. Manque de peau, je me suis trompée. Et aujourd'hui, j'entends beaucoup dans les quartiers, les jeunes, les retraités, tout le monde dire de toute façon ils sont tous pareils. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que dans les quartiers, si on ne fait rien, ceux qui arrivent, la génération qui arrive de 10-12 ans, ce sont malheureusement, je dis bien malheureusement, j'espère que je me trompe, des futurs, j'aime pas le mot terrorisme, mais il faut nommer les choses à un moment donné. Et il nous manque, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, on nous parle de centres de déradicalisation. Moi, je pense qu'il faudrait faire des centres de courage politique. Oui. Oui. Merci beaucoup, Nadia. Du courage politique à Debout la France, nous en avons. Et je voulais vraiment vous applaudissiez Nadia, parce que c'est une femme très très courageuse. Qui subit énormément de pression. Et je vais leur prendre votre slogan magnifique, c'est Debout les mères, réveillez-vous. Merci beaucoup. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Il est urgent que les citoyens qui aiment notre pays élisent un président qui aime son pays. Donc, merci Nicolas de votre invitation qui me touche énormément. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que les épreuves de la vie m'ont appris à reconnaître ceux qui ne font que parler de ceux qui agissent vraiment. Et j'ai toujours apprécié que vous acceptiez mon indépendance. Donc je suis effectivement celle que la presse qualifie de lanceuse d'alerte dans le dossier d'évasion fiscale de la banque suisse UBS. J'ai fait une alerte en interne et à l'inspection du travail puisque j'ai refusé de me rendre complice de dysfonctionnements en matière d'évasion fiscale mis en place par mon ancien employeur dont les agissements auraient pu me conduire en prison. Nicolas, vous avez encore dernièrement écrit au président Hollande pour plaider ma cause, alors que l'État français s'est servi de mon état de faiblesse, de mon honnêteté
et de mon respect du droit pour m'utiliser comme agent de renseignement alors que j'étais encore cadre chez UBS. Le courage de Nicolas rejoint le courage que j'ai pour me battre contre cette banque, et désormais contre l'indifférence de l'administration française, qui, au regard du droit, devait me protéger. La collusion entre le monde de la finance et du politique est absolument intolérable. Et je suis la preuve que la mauvaise finance n'est pas l'ennemi de tous, puisque l'état de droit que devrait être la France ne me porte pas d'assistance, bien au contraire. Ces responsables négligents n'ont aucune considération humaine pour les citoyens qui les ont élus. Pendant que moi, je gère ma survie pour avoir transmis des informations confidentielles sur ordre de leur administration, certains gèrent leur carrière. Gardons en mémoire que Bercy a communiqué en février dernier avoir pu identifier 38 000 comptes de ressortissants français à hauteur de 12 milliards d'euros. La terminologie est parfois différente, mais nos combats sont parallèles, puisque nous dénonçons, chacun à notre façon, l'impunité de certaines élites, l'opacité des informations, l'entre-soi, la consanguinité permise grâce à des mariages incestueux de certains hommes politiques, de la finance, des multinationales, des autorités de contrôle, de la justice, qui amènent certaines de nos élites aux malversations, au détournement de fonds, à l'irresponsabilité et à la démesure. Une justice qui protège les corrupteurs et les corrompus. Seuls les forts et les puissants s'en sortent, et le faible, quand il gagne, les condamnations sont symboliques. On fait semblant de lui donner raison, mais il est spolié. C'est pourquoi nombre de nos dirigeants ont perdu tout repère éthique. Le dernier exemple français en date est qu'il a fallu toute la détermination d'un avocat, qui s'appelle David Koubi, pour que les évidences du dossier Société Générale Kerviel soient reconnues au moment même où le Sénat manifestait sa volonté de ne pas poursuivre le directeur général de cette banque qui avait menti sous serment. Dans cette dérive de la démocratie française, les citoyens honnêtes, intègres, courageux, qui se battent pour que la démocratie perdure, payent très cher leur engagement. Moi, j'ai une autre idée de la finance, j'ai une autre idée de la politique et j'ai une autre idée de la France. Je me bats pour des valeurs qui ne sont pas cotées en bourse parce qu'elles n'ont pas de prix. Je suis pour le civisme, la loyauté et pour l'intégrité. Je crois en l'exemplarité qui doit venir avant tout des élus. Et ça ne peut avoir lieu qu'en luttant contre la plutocratie, car plus elle progresse, plus la voyoucratie s'installe. UBS, mon ancien employeur, est la banque de gestion de fortune de très nombreux et très influents hommes politiques dans le monde. Notre ex-ministre des Finances, M. Cahuzac, n'en est qu'un exemple criant. UBS a engendré et soutient ces hommes politiques déconnectés de la vie et des problèmes des citoyens que nous sommes. Lesquels d'entre eux seraient en effet légitimes pour parler de précarité, de chômage, d'éthique ou encore de transparence? Entre le secret bancaire, qui est encore bien réel, le secret des affaires, voté par Bruxelles, la loi massive de surveillance votée à Paris en 2015, les décisions de justice rendues, par exemple sur le dossier LuxLeaks d'Antoine Deltour, ou encore le TTIP, les demandes d'asile de mon ami Julian Assange, ou encore d'Edward Snowden, qui a été refusé par la France, il est primordial de nous lever pour nous protéger et protéger nos démocraties qui sont en réel danger face à autant d'opacité, de secrets et d'impunité. Étant donné ce que je combats depuis 8 années, je peux me considérer comme une résistante. Et à l'approche de la présidentielle, et en toute objectivité, je vous invite à vous poser les mêmes questions que moi. Quelles sont les mises en examen et les antécédents judiciaires de Nicolas Dupont-Aignan? Aucun. Qu'en est-il pour les autres candidats?
Dupont-Aignan avec le monde de la finance? Aucune. Qu'en est-il des autres candidats? Qu'en est-il des comptes cachés à l'étranger échappant à l'impôt de Nicolas Dupont-Aignan ou de son épouse? Aucun. Qu'en est-il pour les autres candidats? Enfin, qu'en est-il de la représentativité du futur chef de l'État, qui est la carte de visite de la France auprès de nos interlocuteurs étrangers? Je vous invite à faire votre propre analyse. Parce que Nicolas est un homme honnête et courageux, parce qu'il est un homme politique intègre et disponible, il est légitime quand il appelle au bon sens. La force d'un homme, c'est de savoir s'entourer de conseillers honnêtes et intègres, qui offrent aux décideurs des analyses tournées vers le bien commun. Car ce sont ces gens de l'ombre, ceux que les citoyens n'ont pas élus, qui ont une influence décisive sur les élus. Apparemment, c'est une équipe solide, passionnée, compétente, constituée par Nicolas, qui a transformé la ville de Hyères d'une commune surendettée à une ville verte, aux comptes équilibrés, une ville sécurisante et visitée par de nombreux touristes étrangers. Et ça, c'est du concret. Des esprits aux intérêts sombres cherchent à terrasser la France. Ceux qui l'aiment veulent la mettre debout. Un grand merci donc, cher Nicolas, de vouloir fédérer. C'est ainsi que les choses pourront bouger dans la défense du bien commun. Bravo.